Les sabres ont toujours sauvé les gens et ouvert de nouvelles ères, mais tu dois bien comprendre, mon fils, qu'il reste avant tout des armes faites pour tuer. J'avais forgé 6 sabres durant la guerre, il y a 15 ans. Ces 6 sabres ont une magie en eux. Je les protège et ils ne doivent pas servir à des fins néfastes. Je les protégerai au péril de ma vie. Bonjour à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Kagurabachi. Quoi de mieux qu'un manga qui découpe des têtes et des bras pour votre moitié, car oui, ce tome sort demain, c'est-à-dire le 14 février. Réalisé par Takeru Okazono, il est disponible désormais chez Kana Édition. Et ça a finalement été une bonne surprise et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Chihiro s'entraîne tous les jours à devenir forgeron aux côtés de son père qui, durant la guerre qui a fait rage il y a 15 ans auparavant, avait forgé 6 sabres magiques aujourd'hui tant convoités. Sabres au pouvoir mystérieux qui, grâce à ces 6 derniers, ont permis de remporter la guerre. Il a récupéré ces derniers afin de les cacher pour que personne ne puisse s'en servir pour en faire de mauvaises choses. Chihiro aspire à devenir un jour, comme son père, un grand forgeron. Le plus grand forgeron de son époque, celui qui apportera la paix avec ce qu'il va forger. Seulement un jour, des sorciers sont apparus pour s'emparer des 6 sabres. Seul le dernier que son père avait forgé durant ces 15 dernières années était encore dans les décombres. Insoupçonné des sorciers, Chihiro a pu récupérer ce sabre. Accompagné de Shiba, un ami de guerre de son père, ils vont alors tenter de retrouver les coupables du meurtre de son père, afin que les pouvoirs qu'ils renferment ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ils seront prêts à tout pour y parvenir, et parfois même tuer s'il le faut. Chihiro apprendra-t-il à maîtriser, au fil de son parcours, les pouvoirs que son sabre renferme? Trouvera-t-il les coupables du meurtre de son père? La magie est-elle plus puissante que la vengeance? Découvrez Kagurabachi, l'histoire d'une vengeance sous le signe de la magie et des armes qu'il a forgées. Pour ce qui concerne le scénario, je trouve qu'il y a une espèce de mélange entre Bleach et Blue Exorcist. Enfin ça évidemment, ce n'est que mon ressenti. Mais entre le pouvoir des sabres et la magie qui se dégage un peu de certaines personnes, on pourrait y trouver quelques ressemblances. Et en même temps, dans le manga, absolument tout a déjà été fait. Le tout, c'est de réussir à écrire une histoire tout en y apportant son essence même, ce qui apportera une sorte de nouveauté dans un univers qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà un peu exploré. Ce n'est clairement pas, je pense, la sortie de l'année. Je pense qu'il y aura peut-être mieux à découvrir durant cette année 2025, mais néanmoins, ça reste une première belle découverte. Et j'aime beaucoup ce qu'a fait l'auteur avec son histoire. On découvre assez rapidement l'objectif de Chihiro, on découvre petit à petit divers sorts à travers le récit, et ça fonctionne assez bien. Le clan qui a tué son père, on voit déjà plusieurs assaillants dès le début, dont un principalement, je ne vous dirai pas lequel, et les autres on les découvrira petit à petit, et c'est ça qui est intéressant. On se doute donc évidemment que ces divers sorciers vont se faire découvrir petit à petit, créant ainsi, je pense, plusieurs arcs narratifs. Chacun, à mon sens, sera dédié à la récupération d'un sabre que Chihiro utilisera donc peut-être lui-même, et peut-être qu'il finira comme Zoro à manier plusieurs sabres en même temps, ou il finira alors par manier un certain sabre selon la situation et l'adversaire qu'il aura à combattre. Ou alors il va juste garder son sabre de base avec la magie des poissons qu'il renferme. Pour ce qui concerne le dessin, c'est très étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mélange entre Assassination Classroom et un peu Keiju 8. Assassination Classroom pour le côté, je sais pas, un peu des héros, la manière dont il a de dessiner certains visages, certaines expressions, et pour Keiju 8, le côté découpage de l'histoire, donc découpage du storyboard et tout ça, mais aussi la manière qu'il a de faire son ancrage. C'est un peu le ressenti que j'ai. Petit point qui me perturbe pas mal au niveau du dessin, c'est que j'ai l'impression que l'outil principal de l'auteur, c'est tout simplement une règle. Je trouve que c'est trop droit, beaucoup trop droit, que ce soit au niveau des visages ou des poses des personnages, c'est vachement linéaire. Ce qui est un peu dommage, je trouve que ça casse un peu un certain charme que pourrait avoir l'œuvre. Moi, ça m'a un peu sorti de la lecture de temps en temps, parce que j'aime bien que le dessin soit lisse avec beaucoup de courbes, un peu à la manière de One Piece, et là c'est un peu l'inverse, c'est très droit, et pour un premier tome, moi ça m'a un peu freiné. Je sais pas ce qu'en penseront les gens, les lecteurs, je sais pas ce que vous en pensez avec ce que je vous ai montré, mais moi ça me perturbe quand même pas mal. Les scènes par contre sont extrêmement dynamiques et ça j'aime beaucoup, et je pense que si à un moment il y a un animé, ce qui est possible qu'il y arrive, d'ici 1 an et demi à 2 ans, je pense, le temps que le manga prenne un peu d'avance, si les scènes de baston sont faites un peu à la manière de celle de Windbreaker, c'est-à-dire une sorte de travelling qui va suivre certains mouvements du héros, du personnage et des actions, ça peut être vachement impressionnant.
Énormément de décors aussi, visuellement, quand on arrive dans une ville, on nous la présente avec une vue d'ensemble, ça j'aime beaucoup. Ça permet de visualiser précisément le monde dans lequel on est, dans lequel on évolue, et ainsi de déterminer la technologie et à peu près l'époque dans laquelle ça se passe. Le style de dessin des persos est peut-être un peu trop classique à mon goût, mais ça a quand même son petit charme et son petit effet. Le fait que le perso soit avec une sorte de cape, tout habillé en noir, un peu comme du cuir, je trouve ça très classe, un petit côté peut-être un peu Matrix, je sais pas. En bref, j'ai aimé découvrir Kagurabachi, mais je pense que ça sera surtout sur le tome 2 où je vais réellement évaluer l'œuvre, où je vais réellement me faire un avis sur si j'ai envie de poursuivre cette série ou non. On en parlera très brièvement, je pense, à travers les achats manga, ou quand je lis les mangas en général, j'en fais un résumé. Sinon, je pense que je vais aussi me mettre à faire des petits bilans lecture par mois, ou je sais pas, parce que je lis quand même de plus en plus, ça me fait beaucoup de bien de me replonger à fond dedans. Et voilà, dans les achats, je n'ai pas forcément tout lu, donc peut-être que faire des vidéos bilan, ça peut être intéressant. Honnêtement, j'en attendais donc vraiment pas grand chose quand j'avais eu le tome, parce que ça fait des mois que je l'ai. J'ai mis du temps à me plonger dans la lecture avant de vous en parler, déjà parce que je préférais le faire avant que le manga sorte, mais aussi, bah je sais pas, le dessin me freinait tellement que j'avais pas envie de m'y plonger. Au final, le scénario est assez cool, même s'il est pas excessivement original, on est quand même dans un univers que l'auteur maîtrise bien, et ça reste quand même une lecture assez fluide, assez détente. C'est un côté un peu plus dark qu'un shonen classique, ça aussi c'est cool. J'aime voir un peu plus de sang en ce moment, c'est bizarre comme phrase. Mais j'aime bien, le manga se lit bien, c'est une bonne découverte. Et je pense qu'il y a quand même un petit avenir prometteur. J'attends de voir le tome 2 et 3 pour avoir un réel avis. Mais voilà, on verra bien ce que donnera la suite de Kagurabachi. Allez, il est temps pour moi de partir travailler sur une autre vidéo. Je ne sais même pas encore laquelle, sûrement un manga français. On s'est dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est très important et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses.